Bonjour à tous, nous sommes en juin, le mois de la reine des fleurs, le mois des roses. Et pour cette émission, je vous invite dans le jardin des roseraies anciennes André-Ève à Pithiviers. Vous allez voir, c'est une merveille. Ce sera notre fil rouge pour toute l'émission. Oh, oh, oh. Ici, nous sommes dans un jardin qui associe les vivaces et les rosiers. Et il est bien naturel que ça devienne un véritable paradis pour les limaces. Alors je vous propose de lutter contre ces gastéropodes indésirables. Ça sera la rubrique jardin au naturel, bien entendu. Neudorf, le plaisir du jardinage responsable. Tous les jardiniers sont des naturalistes convaincus et je suis sûr que vous avez l'âme bio, vous protégez la nature. Mais il y a quand même quelques limites. On a des hôtes indésirables ici dans les jardins, par exemple les limaces. Que sont les limaces? Eh bien, tout simplement des mollusques, embranchements des mollusques, de la classe des gastéropodes. Gastéropode qui veut dire qui a le pied sur l'estomac, je dirais donc un petit peu, ils ont l'estomac dans les talons. Que signifie en langage populaire avoir l'estomac dans les talons? Eh bien, c'est avoir un appétit d'ogre, je dirais plutôt de limace. Regardez, par exemple, ici, cette tomate a été complètement ravagée juste le jour de sa plantation. Alors, il va falloir passer à l'action. Mais avant tout, je voudrais vous montrer quelle est la salade préférée de la limace. Lorsqu'on évoque les limaces, on pense évidemment aux plantes potagères et notamment à ces toutes jeunes salades encore bien tendres sur lesquelles elles vont se précipiter. Mais, je vous promettais, la salade à limace, eh bien, c'est ça. La salade à limaces, c'est plutôt l'hosta, cette magnifique plante vivace décorative. Elle est irrésistible pour la limace. D'ailleurs, on a déjà quelques petites attaques. Mais pourquoi notre plante est encore aussi jolie en ce moment? Tout simplement parce que j'ai un produit bio à vous présenter. Il est extrêmement efficace et ça, je vous le garantis. Les chercheurs de l'entreprise allemande Neudorf se sont rendus compte que le phosphate ferrique, un produit qui se trouve naturellement dans la nature, pouvait avoir une efficacité extrême sur les limaces et il n'est pas du tout dangereux parce qu'il va se transformer par l'action des micro-organismes en phosphate de fer et vous pouvez carrément, pratiquement donner à manger ce produit à votre chien, à votre chat ou même à un oiseau ou à un hérisson, absolument sans aucun risque. Bien évidemment, ce produit est utilisable en agriculture biologique. Alors comment va agir le ferramol? Eh bien tout simplement, lorsque la limace va venir manger les granulés qui sont composés d'une farine très appétante, dont sont constitués les granulés, vont attirer les limaces qui vont absorber ces granulés et ça va entraîner un désordre métabolique sur cette limace. Elle ne va plus s'alimenter, elle va donc se retrouver à l'intérieur de son terrier, de son trou, elle va s'enterrer, elle va disparaître comme par enchantement. Et contrairement à d'autres antilimaces plus classiques qui génèrent de la bave sur les limaces, eh bien là, c'est propre, c'est net, c'est impeccable. Le ferramol est efficace sur l'ensemble des limaces, alors les grosses loches, les arions qui sont rouges, les petites limaces grises, même les escargots, donc c'est un produit extrêmement polyvalent. Il est composé de farine tout à fait particulière qui résiste à la pluie, donc bien évidemment vous allez appliquer le produit. Et comme je vous disais tout à l'heure que ce produit va empêcher les limaces de se nourrir, eh bien il faut l'utiliser bien sûr avant la mise en culture de votre terrain, 2, 3, 4 jours avant, de façon à ce que les limaces aient consommé le ferramol et après, vous serez tranquille. La dose homologuée de ferramol est de 5 grammes par mètre carré, c'est pas beaucoup, c'est l'équivalent d'une cuillère à café comme ça, bien pleine. Alors on va doser très doucement de façon à être précis, et voilà. La dose pour 1 mètre carré, on va l'appliquer à la volée. Et un bon conseil de jardinier, de préférence le soir à la fraîche, c'est le moment où les limaces sortent le nez dehors. Et si vous ne voulez pas, comme c'est pensé, que les feuilles se transforment en dentelle, eh bien, le ferramol, c'est écolo, mais c'est surtout efficace. Fleur de l'amour, la rose célèbre la femme dans toute son opulence, sa sensualité et sa beauté. Alors nous allons retrouver Nicole qui va déployer tout son charme pour vous présenter quelques nouveautés dans mon jardin au féminin. Dans le jardin, l'été, difficile de se passer d'arrosage. Alors, autant que ce ne soit pas une corvée. Je viens d'acheter le nouveau pistolet Ultra Twist d'Ozlock
parce qu'il m'a semblé particulièrement malin. Et si nous allions l'essayer ensemble au jardin? Les pistolets d'arrosage sont des accessoires très pratiques. Ils remplacent avantageusement l'arrosoir pour tous les apports d'eau ponctuels. Évitant d'avoir à transporter de lourdes charges, on les utilise aussi en lieu et place des arroseurs dans les petits jardins, sur les terrasses ou les balcons. Outre une prise en main ergonomique et agréable, le modèle Ultra Twist d'Ozlock combine tous les points techniques que l'on peut souhaiter. Un système de raccord rapide avec le tuyau, une gâchette souple qui se bloque et se débloque facilement, la possibilité de régler le débit d'eau en activant une molette située sur l'arrière du pistolet, 4 formes de jet disponibles instantanément par simple rotation de la partie avant du pistolet. Mais tout cela, me direz-vous fort justement, de nombreux modèles nous le proposent déjà. Alors, pourquoi Ultra Twist fait-il la différence? La tête d'arrosage du pistolet Ultra Twist est orientable à droite ou à gauche, sur 6 positions, jusqu'à 90 degrés. Vous avez ainsi la possibilité d'arroser sur 180 degrés sans avoir à bouger de place. D'un simple geste, vous orientez le flux d'eau avec précision, sans avoir à bouger le poignet, d'où une plus grande sensation de confort. La tête orientable vous permet aussi de doucher la partie inférieure du feuillage, ce qui est essentiel les soirs de canicule. En effet, les pores de la plante, ce que les botanistes nomment les stomates, sont concentrés sous les feuilles. Mais ce n'est pas tout. Étant capable de redresser la tête, Ultra Twist se transforme à volonté en arroseur. Il suffit dans ce cas de le poser à plat sur le sol ou sur la surface d'un grand bac et de laisser l'appareil travailler seul durant le temps nécessaire à une humidification optimale. Avec le pistolet Ultra Twist, j'arrose mes plantes rapidement, sans effort et avec précision. Et du coup, je me sens proche de mes plantes. Et j'aime ça. Le rosier est certainement l'un des arbustes qui nécessite le plus d'intervention de taille, mais pas que. Savez-vous tailler le lilas? Eh bien, c'est ce que vous propose Jean-Luc Echen tout de suite dans sa rubrique La taille en détail. Les lilas sont en fleurs et vous ne le croyez peut-être pas, mais c'est le bon moment pour les tailler. Je vais vous montrer comment. Pourquoi donc tailler le lilas au moment de la floraison? Tout simplement, il va préparer ses fleurs pendant la végétation et le fait de le tailler au moment de la floraison va stimuler la production des nouvelles fleurs. Le lilas produit ses fleurs à l'extrémité des rameaux. Si je ne le taille pas, nous allons avoir des fleurs complètement aux extrémités en hauteur et quelquefois c'est totalement inesthétique. Et maintenant on va tailler. On va arrondir le lilas blanc et le lilas mauve, on va le redescendre progressivement. Pour pouvoir accéder au sommet des lilas, je vais utiliser les 2 sécateurs ARS, 160 ZR télescopiques et ébrancheurs sur perche. Avant de couper, j'observe ma plante. J'ai 2 émergences qui vont être supprimées si je veux arrondir. Je ne suis pas dans une taille de formation, je suis dans une taille d'entretien. Je vais d'abord couper les plus grosses branches avec mon sécateur ébrancheur, celle-ci, 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 qui sont disgracieuses par rapport à l'arrondi que je veux obtenir. Sur l'arrière-plan, j'ai 1, 2, 3, 4 petites branches qui sont un peu trop élevées. Une fois que j'aurai coupé les grosses branches, j'irai les chercher les nouvelles pousses et j'irai les pincer pour les ramifier. Alors, je vais réduire la première. Hop.
Donc ici, j'ai ça qui émerge trop. Je vais le couper. Le deuxième. Voilà. Donc je change d'outil. Le sécateur télescopique, il est aussi orientable. Je peux orienter la tête de coupe et je vais pouvoir aller chercher l'arrondissement et je coupe l'extrémité des jeunes pousses. Ça s'appelle un pincement. À chaque fois que je coupe l'extrémité, la plante va se ramifier et j'aurai une plante qui va être beaucoup plus dense et beaucoup plus harmonieuse. Sur ce bouquet, les extrémités ont été pincées. Sur ce départ, qui est beaucoup plus allongé, je vais le réduire et je vais couper au niveau des bourgeons, ici, juste au-dessus. Là, on va couper là, ici, ça c'est sec, ici, voilà. La fleur se trouve à l'extrémité du rameau, celui-ci est totalement dégarni, je vais le reconstituer en coupant juste avant la nouvelle pousse. Et là, on a fini pour le blanc et on va pouvoir passer au lilas mauve. Le lilas mauve est beaucoup moins complexe, il y a juste à réduire la ramure des 2/3. Voilà, et pour vous faire pardonner, vous n'oublierez pas d'offrir à madame un beau bouquet de lilas. Tout le monde est ravi par le parfum des roses, mais avez-vous déjà humé l'odeur d'une fleur d'oranger ou de citronnier ou de quelconque agrume? Eh bien, je ne vous propose pas de découvrir ce parfum, mais de rempoter ces agrumes. C'est le bon moment. Et c'est tout de suite, ça s'appelle Conseil jardinier. En été, on a envie de s'évader, on pense aux vacances et c'est pour ça que nous avons créé ici un petit coin méditerranéen avec une vigne, avec des pélargoniums, un cycas, déjà un agrume, un calamondin, l'inévitable olivier bien sûr, et même un petit bananier qui n'a pas l'air d'être très en forme mais qui en démarre. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je viens d'acheter un nouveau pensionnaire, un citronnier. Alors, c'est toujours très difficile de savoir quand on va rempoter un citronnier. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que c'est en végétation toute l'année. On a ici des tout petits citrons qui sont déjà en train de se développer. Il devait y avoir peut-être encore une fleur ou deux, mais ça va être quand même le moment de le mettre dans un beaucoup plus gros pot. Donc on va y aller. Allez, au boulot. Alors pourquoi rempoter ce beau citronnier maintenant? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai montré, il est à un stade de végétation adéquat, mais aussi parce que je viens de l'acheter et si je le dépote, on va déjà constater que l'ensemble des racines tapissent la motte. Il a donc besoin, pour passer l'été tranquillement, de plus de volume de terre et on va le mettre dans un excellent terreau. On va choisir un pot de qualité et un pot de style en même temps. Donc une toile de jute pour protéger quand même cette jolie table des risques de choc pendant le rempotage. Et puis, j'ai choisi un pot haut de gamme, il faut bien le dire, mais un pot magnifique qui va être complètement dans le style que l'on recherche, un pot florentin qui se caractérise par ces très jolies guirlandes qui ont été comme un bas-relief. Mais ce pot va servir de mise en valeur de mon citronnier, mais également par son volume, il va pouvoir le nourrir confortablement. Première chose importante, obstruer le trou qui se trouve au fond du pot de manière à éviter que le terreau puisse s'évader à chaque arrosage. Alors, juste 2 ou 3 petits galets et puis une couche drainante. Ça, c'est extrêmement important. On utilise principalement des billes d'argile expansées. On va en mettre environ 3 à 5 cm d'épaisseur. Mais maintenant, je vais faire une petite astuce.
Au lieu de mettre directement le terreau ici, ce qui risquerait de se mélanger avec les billes, eh bien nous allons mettre une petite grille de protection et ensuite nous mettrons simplement notre terreau. Une simple grille de plastique découpée sommairement fera l'affaire. On va la glisser au fond et bien l'appliquer. Et là, c'est impeccable. Waouh! L'important, quand on choisit un terreau agrumes, c'est le poids. Il est très très lourd. C'est un terreau qui est vraiment spécifique. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes qui aiment bien des terres compactes, des terres qui sont riches, qui sont profondes. Alors on peut même mélanger, si on en a un peu de terre de jardin, avec ce terreau, 2 tiers de terreau, 1 tiers de terre de jardin. Mais déjà, c'est un très très bon produit. Alors on est sur du terreau professionnel, du terreau utilisable en agriculture biologique, un terreau qui est enrichi en mycorhizes, un terreau qui est à base de tourbe de sphène, qui est à base de compost, qui est à base d'écorce de pin, qui est à base aussi de fumier de cheval, donc quelque chose qui va donner toute la nourriture voulue pour nos agrumes, qui, soit dit en passant, sont des plantes gourmandes. Alors on va se rendre compte qu'on a un terreau extrêmement filtrant, un terreau qui n'est pas constitué uniquement de particules fines, mais il y a des petits morceaux de bois, il y a des petits granulés, c'est très important. N'achetez jamais du terreau qui soit trop finement composté, c'est pas bon du tout, et notamment pour les agrumes. Donc ce terreau est également enrichi en engrais organique, c'est-à-dire qu'il comporte l'ensemble des éléments nutritifs pour la plante pour une saison. Comme on rempotera environ tous les 2 ans, eh bien, on remettra de l'engrais que l'année prochaine. Concernant ce que je vous disais par rapport au terreau qui doit être granuleux, regardez, à l'origine, on avait déjà dans le substrat de la pépinière des éléments avec des petits cailloux, etc. Donc vous avez pu voir, cette plante se dépote toute seule parce qu'elle a vraiment besoin d'être rempotée. C'est pas la peine de lui abîmer les racines, là en ce moment, il y a juste ce qu'il faut. Donc vous savez qu'il y a toujours un sens sur une plante, donc je vais la tourner pour voir quel est le côté qui était le plus esthétique. Effectivement, je pense qu'il est quand même plutôt comme ça. Donc on va mettre la plante bien au milieu et maintenant on remplit de terreau. Allez, je reprends mon terreau. Et là, j'ai une pelle à terreau. Une pelle à terreau, c'est plus profond qu'un transplantoir et c'est donc plus pratique pour insérer le terreau à l'intérieur du pot. Ah, j'aime bien ce terreau, il est riche, il est souple, il donne l'impression vraiment qu'il va nourrir notre plante. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Soyez très exigeants sur le choix de votre terreau. Ne mégotez surtout pas sur le prix parce que c'est un des éléments fondamentaux pour la réussite de votre culture. Alors maintenant, hein, je vous disais, les doigts, il faut qu'ils pénètrent à l'intérieur de manière à ce que le terreau rentre dans les moindres interstices et soit surtout bien au contact des radicelles que vous avez vues tout à l'heure sur la motte. Et là, on va essayer de créer un élément assez décoratif avec des petits galets, par exemple. Donc maintenant, passons à l'élément décor. Un petit point très important sur les balcons principalement pour éviter de salir les sols. Vous allez tout simplement décorer la surface de votre pot avec des jolis galets et ça va éviter que le terreau ruisselle et surtout qu'il déborde à chaque arrosage. Alors vous pouvez préférer des galets blancs, mais moi j'aime bien ce petit côté un peu authentique, on va dire. Bien entendu, nous allons terminer cette plantation par un arrosage. Alors il doit être copieux parce que là il fait très chaud, il fait très beau. Donc la plante est en végétation, il lui faut un maximum d'eau. Je vais lui donner environ 10 litres et on recommencera tous les jours pendant les 10 jours qui suivent la plantation. Et comme nous sommes en plein été, il est très important que cette plante reste dans un environnement humide. Alors dès que le soleil sera tombé, à la soirée, on va le doucher et ça sera vraiment très bénéfique. Un jardin est un endroit dans lequel on va faire des rencontres mystérieuses, des découvertes. Et c'est ce que nous propose aujourd'hui Pierre-Adrien Lagneau pour nous présenter sa plante coup de cœur. Vous allez voir,
c'est une surprise. L'arbousier perle rose ou encore Arbutus unedo, surnommé souvent l'arbre aux fraises, est un arbuste typique des garrigues de la Méditerranée. C'est un arbuste magnifique, très décoratif toute l'année, d'abord grâce à son feuillage persistant, vert brillant, les feuilles sont dentelées et coriaces. Au printemps, les jeunes rameaux sont rougeâtres, donc c'est beau aussi, et à l'automne arrivent des petites fleurs. Alors sur perle rose sont des petites fleurs en clochette rose qui vont durer du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Ces petites fleurs sont réunies en panicules et regardez, elles vont ensuite se transformer en tout petits fruits verts qui vont mettre 1 an à grossir et à mûrir. Et voilà, au bout d'1 an, les fruits presque prêts à récolter puisqu'ils vont passer du vert, on en voit ici, encore petits et verts, ils vont ensuite jaunir et devenir totalement rouges. Et c'est à cause de cet aspect un peu rugueux et la couleur rouge qui ressemble légèrement à des fraises qu'on a donné à cet arbuste le surnom d'arbre aux fraises. Bien qu'il soit parfaitement adapté au climat sec et chaud de la Méditerranée, il peut résister jusqu'à -15. Alors il faudra l'installer en plein soleil, à l'abri des grands vents et pourquoi pas le cultiver en pot dans les régions aux hivers un peu plus froids. C'est ce qu'on va faire ici, on va le mettre dans un pot pour pouvoir le rentrer à l'abri l'hiver. C'est un arbuste au port étalé. Dans son milieu naturel, il peut mesurer parfois jusqu'à 8 mètres de haut sur 10 mètres de large. Dans des régions un peu moins clémentes, comptez 3 à 5 mètres de haut et bien sûr nettement moins en pot. Bon là, je l'ai planté en pot parce que sa rusticité est moyenne et je veux pouvoir le déplacer et le mettre à l'abri cet hiver. Mais que ce soit en pleine terre ou dans un pot, ce qui est important pour lui, c'est d'avoir une terre très bien drainée, assez riche, voire légèrement acide. Et là, il sera parfaitement heureux. Son entretien est très facile, un bon arrosage à la plantation. En pleine terre, vous surveillerez l'arrosage la première année et après vous le laissez se débrouiller tout seul. En pot, bien sûr, il faudra l'arroser régulièrement. Une simple taille au printemps pour lui maintenir sa jolie forme. Et puis quel bonheur de profiter de ces petits fruits qu'on appelle des arbouses et avec lesquels vous pourrez fabriquer de délicieuses confitures. Le monde des jardins nous réserve bien des surprises et cette année c'était une grande première puisque les fameuses journées des plantes de Courson se sont déroulées pour la première fois à Chantilly. Alors je vous propose de nous retrouver dans la magnifique propriété du Grand Condé pour découvrir un festival de nouveautés. Bienvenue aux Journées des plantes de Courson. Je dirais plutôt aux Journées des plantes de Chantilly parce que le temps passe et les générations transmettent les bonnes idées. Et nous voici maintenant dans le domaine du Grand Condé et ce magnifique jardin à la française qui a été tracé par le nôtre pour la plus belle des fêtes des plantes de France pour découvrir des plantes extraordinaires. Une des institutions de Courson, ce sont les mérites, qui sont des plantes qui ont été remarquées par un jury international, comme par exemple ce Cornus Venus, qui est particulier avec ses fleurs absolument énormes. Derrière, j'ai une benoîte, il y a plein de petites plantes extraordinaires, et on y trouve aussi quelques petites merveilles botaniques que nous allons voir en détail. Au niveau des mérites de Courson, il y a 3 niveaux de prix. Le mérite, la plante qui a été remarquée vraiment par le jury et qui constitue certainement un végétal de grand avenir. Il y a la recommandation, et celui-là, ça serait peut-être un peu mon coup de cœur. Regardez ce que c'est, simplement un muguet, mais avec des feuilles striées, vraiment quelque chose de très délicat, ravissant, absolu. Et puis, il y a la recommandation botanique, enfin le certificat botanique. Ici, on a une prime vert, mais qui est d'une délicatesse extraordinaire. Donc cette prime vert Sieboldi, mais qui est un cultivar, hein, qui fait partie donc de variétés certainement nouvelles qui ont été remarquées par le jury des mérites de Courson. Voici un de mes coups de cœur de ce premier Courson Chantilly.
Les 25 pépinières de plantes et cultures ont réalisé un ensemble de jardins thématiques atlantiques, méditerranéens, à la française, et au milieu de ceci, vous avez une magnifique serre tropicale. L'ensemble des savoir-faire se retrouve tout en beauté. J'espère que ce premier courson Chantilly vous aura donné envie de revenir dans ce magnifique jardin à la française tracé par le nôtre. Et qui dit le nôtre dit Versailles. Versailles vous emmène découvrir une rénovation exceptionnelle, celle du théâtre d'eau. C'est tout de suite et c'est magnifique. De retour dans notre petit jardin secret, je voudrais conclure cette émission qui a été consacrée au monde de la rose avec ce Ghislaine de Féligonde que je vous avais promis dans notre première émission. Ghislaine de Féligonde, une comtesse auvergnate qui sauva son mari lors de la Première Guerre mondiale et pour laquelle M. Turbat, en 1916, créa cette merveille absolue. Si vous aimez les roses, si vous aimez les plantes, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Découverte Jardin sur News Jardin TV, bien sûr.